La lumière monte vers mon épaule. Je retire prestement ma main et la lumière revient sur la roue. Intrigué, je recommence. Mais la lumière ne monte pas plus haut que la moitié de mon avant-bras. De l'autre côté de la roue, Gareth tente également l'expérience, obtenant les mêmes résultats, jusqu'à ce que nous touchions la roue en même temps. La lumière monte alors jusqu'aux 2/3 de nos bras. Stray s'approche et saisit également la roue. La lumière emplit alors totalement nos 3 bras. Nous essayons alors à nouveau de tourner la roue. Un craquement sonore retentit et la roue s'anime sous notre poussée. La lumière semblait être une sorte de verrou. L'eau s'arrête de couler, une forme conique tombe du plafond et émet une lumière tel un rayon de soleil. Plus nous tournons la roue, plus la lumière se déplace dans la salle, jusqu'à frapper le miroir de la statue de gauche. Après une rapide délibération, le groupe s'accorde sur le fait qu'il faut faire refléter la lumière des miroirs les uns vers les autres avant de le renvoyer vers la source, formant une espèce de V ou une pointe de flèche. Aussitôt dit, aussitôt fait, la lumière se reflète et, miracle, une trappe s'ouvre et un sceptre remonte. Quelque chose me frappe. Je m'exclame. « Par la destruction de Rul, c'est comme dans ma vision !» Alyssa, voyant le sceptre qui brille, essaye de le prendre, mais au moment où elle aurait pu s'en saisir, le sceptre disparaît à nouveau et la trappe se referme. Kuro venait de bouger, rompant la réflexion du rayon lumineux. Il s'approche de moi, suivi de près par Mary. Ils veulent des explications. J'explique un peu confusément ce que j'ai vu à Port-Trésor et décris la personne que j'ai croisée ainsi que la vision qui suivit. Mais mon récit ne satisfait qu'à moitié le reste de l'équipage. Ma description de l'inconnu permit à notre seconde de l'identifier comme étant Jess, la capitaine des riches sables. Gareth, pendant ce temps, tentait de recadrer la conversation sur les kraken sans grand succès. Kuro propose d'envoyer Peng comme désamorceur de pièges. La majeure partie du groupe est choquée que le Félidé propose une solution aussi drastique que de sacrifier son compagnon de voyage. Mais il nous explique que Peng est une invocation et que ce n'est pas grave s'il meurt car il peut le réinvoquer à volonté. Je suis sidéré par cela. Je pensais que c'était un vrai oiseau. Heureusement qu'aucun autre druide n'était présent avec nous. Gareth fait discrètement signe à Kuro de ne pas le dire trop fort, afin qu'Alyssa n'entende pas et ne soit pas choquée par la mort du volatile. La fillette, si on peut appeler un être de plus de 90 ans fillette, avait développé une affection profonde pour l'oiseau. Mais l'invocateur n'écoutait déjà plus. Il ne s'arrêtait plus de parler de ses aventures en Yumeshima. Je ne l'écoutais qu'à moitié parler d'un mage nommé Yiwong qu'il avait rencontré, que c'était un Shiranui. Enfin, j'étais concentré sur la signification de ma vision. L'ombre, le sceptre, ces ruines. Je devais rater quelque chose. Je sortis de ma réflexion lorsque Stray hurla, avec son accent si particulier. « Oh mon Dieu, ils arrivent! Préparez-vous !» Des élémentaires d'air étaient en train d'apparaître dans la salle, et ce quasi immédiatement après que Gareth ait retiré le sceptre pendant que Kuro parlait. Ils étaient 3 au total, 2 au nord de la pièce nous empêchant de revenir sur nos pas, et un au sud bloquant l'autre sortie. Bon sang, c'est ça que j'oubliais! Je sortis immédiatement ma lance, et commençai à lancer un sort de boule de feu directement sur l'élémentaire le plus proche, puis me mis en position pour contrer une potentielle attaque. Les flammes lui firent visiblement très mal. Gareth, voyant que les élémentaires étaient constitués de brouillard, lança un sort de dissipation pour les détruire. Bien que l'on salue l'ingéniosité de la solution choisie, cela n'eut pour effet que de rendre les pieds des élémentaires un peu moites, enfin si l'on peut parler de pieds pour des élémentaires bien évidemment. Notre rouquin décida de me lancer le sceptre, mais ayant les mains prises par ma lance, je ne parvins pas à l'attraper et il tomba à mes pieds. Je pus voir qu'il était grossièrement taillé dans un bois blanc. Ce n'était pas la relique que je recherchais. Après, cela devient confus. Mary attaqua à la rapière et fit des saltos. Equinox donna des coups de trident. Je vis Stray qui semblait changer. La rage lui déformait le visage et il hurla « Tu vas crever, espèce de saloperie !» Kuro attaqua sauvagement à coups de griffes, et Alyssa se révéla plus dangereuse qu'il n'y paraît, en attaquant un des monstres qui menaçait Monsieur Hara. Elle fut cependant projetée contre un pilier et cria de douleur.
J'entendis également Kuro crier. Enfin, quelque chose entre un cri et un feulement. Mais visiblement, c'était douloureux. Gareth décida de s'interposer entre l'élémentaire et la gamine, puis de l'attaquer de toutes ses forces avec une magie verdâtre. Une couleur qui teinta la brume par la suite. Il était cependant impossible de dire si cela a été efficace. J'entendis alors Equinox crier à Alyssa de s'enfuir, et le reste du groupe suivit. C'était la décision la plus sensée. À l'issue d'une course effrénée, nous avons réussi non sans mal à tous sortir. Ou presque. Nous étions de retour au bateau depuis une bonne demi-heure, et nous n'avions encore aucune nouvelle de Kuro. Peng, lui, était présent. Même s'il n'avait pas l'air inquiet, nous commencions à avoir des doutes. Dans la cavalcade, j'avais récupéré le sceptre de mauvaise facture. Je l'examinais avec l'espoir de trouver une info utile, mais je finis par me résigner. Cet objet ne nous servirait à rien. Alyssa cria sur le pont. Il semblait que le tabaxi ait fini par revenir. Il raconta qu'il se reposait calmement en bas d'une falaise et que l'odeur de la boostify de Stray l'a réveillé. Il demande si c'est du crocodile. L'équipage se fige un instant. La question est posée. Qui a récupéré les crocos? Tout le monde se regarde en chien de faïence, voulant courir le plus vite possible pour échapper à la menace du regard de Mary. Personne n'a pensé à ramasser les pauvres animaux électrocutés par Gareth. Cela lança à nouveau le débat sur la cuisine de Stray. Elle était bonne, mais avait tendance à être quelque peu monomaniaque. Actuellement, cela faisait 3 jours complets que l'équipage n'avait que des pommes de terre à manger. Outre la perte d'or, la déception de l'équipage était palpable, quand il comprit qu'il ne pourrait pas inclure de diversité dans les prochains repas. De dépit, tout le monde retourna à ses activités. Hartley, Amy et moi examinions encore le sceptre pour conclure qu'effectivement, il n'y avait rien de magique dans cet objet. Ce n'était qu'un bout de bois de mauvaise facture. Je ne sais pas trop pourquoi, mais Gareth en sembla soulagé. Alyssa se mit à jouer de la lyre avec Peng sur la tête, qui sifflotait en rythme pendant un temps. Puis la demi-sirène se jeta à l'eau. Au regard que Stray jetait à sa meule de comté, j'étais persuadé qu'il était en train de réfléchir comment allier les pommes de terre à du fromage. Encore des découvertes culinaires en perspective. Cela me change de mon ancien régime alimentaire de semi-ermite. Mary se rapprocha du capitaine une fois l'examen de l'objet terminé. Ils avaient une vive discussion à voix basse, et Mary jetait des regards brefs mais insistants en direction de la cuisine. Un plouf sonore, et Alyssa réapparaît. La seconde est sur le point de piquer une de ses colères légendaires car la demi-sirène est encore en train de mouiller le pont du navire, mais lorsqu'elle vit les 3 poissons que ramenait notre ami aquatique, elle changea d'attitude immédiatement et la prit à part, accompagnée de Kuro. Lorsque Stray réapparut, proposant son plat de pommes de terre coupées en fines lamelles et précisant qu'il y aurait du rab pour qui en voudrait, les 2 compères s'éclipsèrent et il ne resta plus qu'Alyssa avec un seul poisson en main. Un peu à part de toute cette agitation, Equinox regardait le large. Le capitaine lui demanda si tout allait bien. C'est là qu'elle nous fit remarquer qu'un nuage était au-dessus de Port-Trésor. Cela n'avait rien d'anormal par ses latitudes, si ce n'est qu'il ne bougeait absolument pas. Nous connaissions à présent notre prochaine destination. La nourriture sur le feu, l'équipage au complet, nous allions pouvoir lever l'ancre. Pendant le temps de la traversée, nous pouvions voir que le nuage était toujours immobile. Cela confirmait nos craintes. À notre arrivée dans la baie de Port-Trésor, Mary remarqua qu'il n'y avait plus de bateaux sur le quai de droite, et que des feux se propageaient un peu partout sur les quais de gauche, surtout au niveau des magasins, laissant comme seule possibilité de fuite le port et ses bateaux. Nous finissons par nous amarrer aux quais d'or qui sont complètement vides. Cela contraste grandement avec l'animation qu'on a pu y voir il y a encore quelques jours. Notre arrivée sur le quai est accueillie par la capitaine des Riches Sables qui nous injonctionne. Allez-vous-en. Il est dans le phare, tout est terminé, vite, dépêchez-vous. Nous n'avons pas le temps de comprendre ce qu'il se passe, que l'équipage se fait projeter dans les airs par une déflagration brûlante. Je vois certains de mes camarades afficher des mines aussi incrédules que la mienne alors qu'ils sont soustraits de force à la gravité.
Je sentis quelque chose taper mon corps dans sa partie supérieure gauche, sans pouvoir définir précisément où, puis tout s'assombrit.